Dino Buzzati, Voyage aux enfers du siècle, 8e et dernière partie. Le jardin. Tout n'est pas infernal en enfer. Sur l'un des écrans de Madame Belzébuth, je vis là-bas, au beau milieu du grouillement de la ville, un jardin. C'était un vrai jardin, avec des pelouses, des arbres, des allées et des petites fontaines, entouré d'un mur élevé. Très beau dans cette fête de la végétation que sont les premiers jours d'un printemps chaud. Une étonnante petite île de paix, de repos, d'espoir, de santé, de bonnes odeurs et de silence. Encore plus étrange le phénomène suivant. Tandis que tout le reste de la métropole est faiblement éclairé par le soleil mou et putride de la capitale, le jardin resplendissait sous une lumière pure, comme celle des montagnes. Comme si un tube invisible le mettait en communication directe avec l'astre, protégeant cette menue parcelle de ville de la pestilence et des fureurs de l'air environnant. Sur un des côtés du jardin se dressait une maison à 2 étages, d'un aspect antique et solennel. À travers les larges baies ouvertes en grand du premier étage, on apercevait un vaste salon, meublé comme les vieux salons des maisons cossues, patriarcales et sûres. Dans un coin, il y avait naturellement un piano demi-queue. Une dame d'environ 65 ans y était assise. Elle avait des cheveux blancs et une expression douce. Elle jouait assez bien un impromptu de Schubert, et la musique ne dérangeait pas du tout le silence du jardin, parce que c'était une musique faite justement pour ne pas profaner la paix de l'âme. Il était 2h03 de l'après-midi, et le soleil semblait content de vivre. Sur un des côtés du jardin se dressait une maisonnette de style coquettement rustique pour le gardien, qui faisait aussi office de jardinier. Une petite fille de 3 ans sortit et se mit à sautiller et à gambader sur la pelouse en chantonnant une incompréhensible comptine. Ayant traversé la pelouse, la bambine se blottit à l'ombre d'un buisson et tout de suite un petit lapin sauvage, son ami, qui avait son terrier là, vint à sa rencontre. La petite le prit dans ses bras et le porta au soleil. Tout était gai, heureux, parfait, exactement comme certains tableaux un peu mignards du XIXe siècle allemand. Je me retournai vers Madame Belzébuth qui suivait mes explorations et je lui dis « Que dois-je en penser? Est-ce que c'est ça l'enfer ?» D'un coin de la salle montait le chuchotement des servantes, et la reine des Amazones répondit « L'enfer n'existerait pas, mon garçon, s'il n'y avait pas d'abord le paradis. » Ceci dit, elle m'invita à venir devant un autre écran consacré exclusivement au salon de la vieille dame distinguée. Elle avait cessé de jouer du piano parce qu'elle recevait une visite, un monsieur d'environ 40 ans, avec des lunettes, qui lui exposait un certain projet, mais la dame secoua la tête en souriant. « Non, monsieur, jamais au grand jamais je ne vendrai mon jardin. Je préférerais mourir. Grâce au ciel, le peu de rente que j'ai me suffit pour vivre. » L'autre insista énormément, prononçant de très beaux chiffres. Il semblait presque sur le point de tomber à genoux. Mais la dame répondit non. Non, qu'elle préférait plutôt mourir. La dominatrice m'attira alors devant un 3e écran. En passant devant le téléviseur qui était encore branché sur le jardin invraisemblable, j'entrevis le lapin. Il était en train de manger de grandes feuilles de laitue, et l'enfant, à côté de lui, le contemplait avec une satisfaction maternelle. Devant le 3e écran, on assistait à une solennelle réunion dans une salle encore plus solennelle. C'était une réunion du conseil municipal. Tous les conseillers aussi écoutaient un discours du rapporteur, Massinka, chargé de la surveillance des parcs et des jardins. Massinka pérorait en défendant la cause du vert, des pelouses, des arbres, poumons de la ville intoxiquée. Il parlait bien, avec des arguments persuasifs et serrés. À la fin, il obtint une véritable ovation. Cependant, le soir était descendu. On me ramena au salon de la dame distinguée. Un nouveau visiteur entra, moins bien nippé que le premier. De son porte-document, il extirpa une feuille qui portait les cachets de la municipalité, du gouvernement, de différents services, des ministères grands et petits. Afin de pouvoir y construire un parc d'autobus absolument nécessaire dans ce quartier, une tranche du jardin était expropriée. La dame protesta, s'indigna,
finit par pleurer, mais le visiteur s'en alla en laissant sur le piano le papier avec ses timbres maléfiques, et au même moment on entendit un fracas au dehors. Une espèce de rhinocéros mécanique défonçait le mur d'enceinte du jardin, et avec ses deux bras en forme de faux, de tenailles, de dents, de haine et de destruction, il s'élança contre les arbres, contre les buissons, sur les allées de la parcelle condamnée, en bouleversant tout de fond en comble en l'espace de quelques minutes. C'était justement dans cette partie-là que le petit lapin avait son terrier. La petite fille eut juste le temps de le sauver. Derrière moi, dans la pénombre de la salle, les démoniaques gamines ricanaient. On retourna au conseil municipal. 2 mois à peine étaient passés, le professeur Massinka éclatait en véhémentes protestations contre le massacre des dernières oasis de verdure, et à la fin, ils voulaient tous le porter en triomphe tant il avait suscité d'enthousiasme. Tandis que crépitaient les derniers applaudissements, un des délégués entra dans le salon de la dame en tendant une feuille recouverte de cachets épouvantables. Les exigences suprêmes des structures de l'urbanisme imposaient l'ouverture de nouvelles artères pour décongestionner le centre, d'où l'expropriation d'une nouvelle tranche du jardin. Les sanglots de la vieille dame furent bien vite étouffés par le fracas frénétique des bulldozers assoiffés de ruines sauvages. Et une odeur piquante de manœuvres électorales se répandit dans l'air ambiant. Ce fut un miracle que la petite fille, réveillée en sursaut, arriva à temps pour sauver son lapin, dont le nouveau terrier allait être éventré. Le mur d'enceinte se rapprocha donc de la maison. Le jardin était désormais réduit à une pauvre petite pelouse avec juste 3 arbres. Toutefois, le soleil réussissait encore, par les belles journées, à d'éclairer décemment, et la fillette courait encore, de long en large, mais c'était une course bien brève, juste quelques bonds, après quoi il lui fallait retourner en arrière, sinon elle se serait cognée au mur. De l'écran du conseil municipal, on entendit à nouveau le valeureux professeur Massinka, chargé de la sauvegarde des parcs et jardins, qui invectivait toujours. Il réussit à convaincre tous les assistants que la préservation des quelques îlots de verdure encore intacts dans la ville était une question de vie et de mort. Dans le même temps, une sorte de renard humain était assis dans le salon de la dame, et la persuadait qu'un 3e projet d'expropriation était sur le point de se réaliser, et que l'unique solution pour elle était de vendre au plus vite sur le marché libre la parcelle restante de son jardin. En attendant ces atroces discours, des larmes coulaient en silence sur les joues pâles de la dame, mais l'autre prononçait des chiffres toujours plus élevés. 1 million au mètre carré, 30 millions au mètre carré, 6 milliards au mètre carré, et tout en parlant, il poussait vers la vieille dame une feuille, lui tendait un stylo pour apposer sa signature. La main tremblante n'avait pas fini de tracer la dernière lettre de son aristocratique nom que l'apocalypse se déchaîna dans un paroxysme de déchirement et de vacarme. Madame Belzébuth et ses adjointes étaient maintenant autour de moi et souriaient, béates, devant le travail. C'était une journée sereine de septembre. Le jardin n'existait plus, à sa place un funeste trou, un étroit puits nu et gris, au fond duquel, avec d'impressionnantes contorsions, réussissaient à entrer et à sortir des fourgonnettes. Là-dedans, le soleil ne parviendrait jamais plus, jusqu'à la fin des siècles, pas plus que le silence ni le goût de vivre. On ne pouvait même pas voir le ciel de la sinistre cour, pas même un minuscule mouchoir de ciel tant il y avait de câbles et de filins qui s'entrecroisaient d'un côté à l'autre du puits, à la plus grande gloire du progrès et de l'automation. Je vis finalement la fillette, assise, qui pleurait, le lapin mort sur ses genoux. Mais bientôt sa maman, qui sait avec quel pieux mensonge, le lui enleva, et, comme tous les enfants de son âge, la petite bien vite s'est consolée. Maintenant, elle ne gambade plus sur les pelouses et au milieu des fleurs, mais avec des éclats de ciment et des morceaux de bitume trouvés dans un coin de la courette, elle érige une sorte de construction, peut-être le mausolée de sa bestiole aimée. Elle n'est plus la gracieuse enfant d'avant. Ses lèvres, quand elle sourit, ont aux commissures un petit pli dur. Maintenant, on va me demander de rectifier parce que, en enfer, il ne peut y avoir d'enfants. Au contraire, il y en a, et comment? Sans la douleur et le désespoir des enfants, qui probablement est le pire de tous, comment pourrait-il y avoir un enfer comme il faut? Et puis moi, qui y suis allée,
Je ne suis pas bien certain de savoir si l'enfer se trouve vraiment de l'autre côté, et s'il n'est pas au contraire partagé entre l'autre monde et le nôtre. En repensant à ce que j'ai pu entendre et voir, je me demande même si par hasard l'enfer ne serait pas complètement de ce côté-ci, et si je ne m'y trouve pas, s'il est exclusivement une punition, un châtiment, ou simplement notre mystérieux destin. Fin de la partie 8 et également fin du recueil de nouvelles Le Cas de Dino Buzzati. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires.